Souvent dans ces situations-là, les managers, les RH, les dirigeants s'oublient à travers tout ça et il faut pas les oublier, au contraire, à se dire: «OK, bon, pour l'instant, il y a la première étape, vous prenez soin d'eux», mais il faut pas qu'ils s'oublient aussi à un moment donné de prendre soin d'eux-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Toi de soi sur le thème de la gestion de crise. Je suis Gaëtan Dalman, je suis psychologue de la santé et chef de projet au sein du cabinet Toi de soi. Et aujourd'hui, je serai accompagné de ma collègue. Donc enchantée, moi c'est Émilie Noussin, psychologue du travail au sein du cabinet Toi de Soi depuis maintenant 3 ans. Et avec Gaëtan, on intervient souvent en gestion de crise, au sein, des entreprises que l'on accompagne. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, pour vous parler de la gestion de crise, on va vous prendre un exemple qui malheureusement peut arriver en entreprise. Le cas d'un salarié qui fait un accident cardiaque et décède sur son lieu de travail, dans la salle de pause, entouré de ses collègues. Et on va voir justement, à travers cet exemple-là, un petit peu les réactions qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau des collègues, mais aussi comment l'entreprise, l'entourage doit gérer cette situation. Et justement, par rapport aux réactions des collègues, Emeline, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu quel type de réaction on peut voir? Donc déjà dans une situation comme ça où il y a un décès, un peu brutal, hein, finalement, on peut considérer parce qu'on a un accident de la vie. Ces accidents-là, c'est des situations finalement de stress. L'individu est confronté à une situation à laquelle il ne s'attend pas et donc on peut avoir différentes réactions, entre guillemets, «du normal» où le stress pousse à l'action et donc on peut avoir effectivement des comportements où on va aller sauver, on va aller appeler, on va aller chercher les secours, on va faire, finalement, de la réanimation. On peut avoir certaines réactions qu'on va appeler du stress dépassé et donc je crois qu'il y en a 3-4 si je me trompe pas. Tout à fait. Le stress dépassé, c'est assez intéressant à voir et étudier parce que souvent, c'est des réactions qui peuvent sembler un peu étranges et qui ne sont pas comprises par l'entourage. Et souvent, il peut y avoir ensuite des ressentiments qui vont être dirigés contre ces personnes-là. Typiquement, dans le stress dépassé, les réactions qu'on va voir le plus souvent, ça va être les réactions de sidération. Ça, on le voit beaucoup dans les infos, des personnes qui ont été agressées, par exemple, dans un chauffeur de bus qui n'a pas réagi, qui n'a pas fait le protocole. Souvent, c'est vu comme une faute professionnelle ou parce que la personne n'a pas su dire non, alors qu'en vrai, ça c'est un vrai problème cognitif. C'est-à-dire que la personne a été tellement subjuguée, tellement, envahie par les émotions que son cerveau n'a pas pu réagir. Donc ça, c'est assez important. Dans les phénomènes de stress dépassé qu'on voit un peu plus rarement, on va voir les comportements automatiques. Typiquement, c'est quelqu'un qui va avoir un comportement qui serait normal dans une situation, qui n'est pas cette situation-là, mais qui va la reproduire et qui du coup paraît complètement hors cadre. Typiquement, il y a quelques années, il y a eu des inondations à Vaison-la-Romaine et on avait vu des images, d'une femme qui balayait, son sol alors que sa maison était coupée en 2 par les torrents de boue et ça paraissait complètement surréaliste. On va voir aussi ce qu'on appelle l'agitation, les comportements désordonnés, des personnes qui vont par exemple ranger des papiers alors qu'ils ont, leur collègue qui gît au sol et tout le monde qui s'agite pour essayer de l'aider. Eux, ils vont ranger des papiers. Et enfin, le dernier comportement de stress dépassé qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la fuite panique. La fuite panique, c'est quelque chose qui est assez impressionnant parce que autant la fuite dans un environnement, par exemple, dangereux, c'est assez logique, mais là, c'est vraiment des personnes qui vont chercher à trouver la sortie la plus immédiate, même si cette sortie est encore plus dangereuse que la situation. Typiquement, lors des attentats du World Trade Center, on avait vu des images de personnes qui sautaient par les fenêtres. Et au départ, on pensait que c'est des gens plutôt qui se suicidaient, alors qu'en fait, c'est plutôt des gens qui ont pu chercher voilà, la sortie la plus rapide, la fenêtre, mais vraiment dans quelque chose qui était complètement dépassé au niveau Mmh. cognitif. Et ça, c'était assez intéressant à voir. Et donc ce que tu nous expliques là, c'est vraiment on a une situation qui génère une émotion hyper forte et cette émotion, elle a pas le temps d'être, finalement intégrée au niveau, cognitif, au niveau cérébral et quand on bascule dans le trauma ou le potentiel trauma, c'est que ça a pas le temps d'être intégré dans la mémoire à long terme, de le traiter, de prendre des décisions et de savoir comment, réagir la prochaine fois. Donc en fait, il y a vraiment un blocage au niveau cérébral qui se fait et au niveau émotionnel, on est finalement, sous l'eau de toutes ces émotions qui peuvent être souvent très négatives, hein, beaucoup de colère, tu nous parlais effectivement, de certains collègues qui ne comprennent pas, donc des fois il y a de la culpabilité qui se génère au sein des collectifs. Comment on gère en entreprise un peu toutes ces émotions? Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que les émotions, elles vont être diverses, variées, et que tout le monde va réagir différemment. Et qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de réagir. Souvent, voilà, on a un décès, typiquement ce monsieur qui décède dans sa salle de pause, on s'attend à ce que tout le monde soit triste, ou choqué, ou paniqué. Non, il y a des gens qui vont tout simplement ne rien ressentir. Et c'est pas forcément une question de proximité, parce que c'est des gens qui travaillent avec lui tous les jours, forcément ils doivent être tristes. Chacun va réagir différemment.
par rapport à qui il est, par rapport à son histoire, par rapport à aussi ses défenses. Typiquement dans la question des émotions, ce qu'on va beaucoup voir aussi, c'est la question de la colère contre la personne. Alors c'est souvent le cas, par exemple, plutôt quand on a des situations de passage à l'acte suicidaire, mais j'ai déjà vu aussi des cas où les gens vont être en colère contre une personne qui décède, parce qu'elle a fait un arrêt cardiaque, parce qu'elle prenait pas assez soin de sa santé, parce qu'elle fumait, parce qu'elle, voilà. Et des fois, réexprimer une émotion de colère, ça permet de donner du sens finalement à tout ça. Parce que le décès, la mort, souvent, ça n'a pas vraiment de sens immédiat et on a besoin de mettre un sens pour dire: «On comprend pourquoi c'est arrivé» et les émotions, bah, ça permet de donner du sens. C'est comme souvent ce qu'on dit, quand on arrive chez nos clients, des fois, faut pas toucher à la culpabilité. Faut pas nécessairement, rassurer, c'est que ça fait partie du process, ça a besoin d'être intégré, ça a besoin d'être compris, quelle que soit la manière finalement. On n'a pas besoin systématiquement d'avoir la solution ou la compréhension de la situation. Chacun se fait la sienne et ce qui est important, c'est qu'on puisse y donner un sens. Parce que quand on n'y donne pas de sens, c'est là où on déconnecte finalement, tout ça et qu'on peut avoir des problématiques, sur du plus long terme. Mmh et c'est ça qui est très intéressant parce que souvent le fait de laisser la culpabilité, globalement, c'est aussi dire: «Bah, faut laisser les choses un petit peu se faire» et ça, par exemple, dans les entreprises, les managers, ils ont beaucoup de mal. Le manager, il est formé pour agir, il est formé pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions et ce qui est très compliqué dans la situation de gestion de crise, c'est que les managers sont à la fois dans une position de personnes impactées et de personnes devant gérer. Et souvent, bah, là où ils vont réagir, c'est par un peu leur mécanisme automatique de trouver des solutions. Vous arrêtez de travailler ou au contraire, on va faire des groupes de parole ou au contraire, vous pouvez rentrer chez vous. Parfois, c'est simplement aussi laisser l'émotion s'exprimer et ça, pour les managers, c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un qui va pleurer en face d'eux et de n'avoir finalement rien à faire, si ce n'est laisser la personne exprimer. Parce que l'émotion d'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, finalement. Et puis, ils sont pas formés, ils sont pas psychologues et c'est toute la difficulté de trouver sa juste place, son juste rôle. Et puis aussi souvent dans ces situations-là, les managers, les RH, les dirigeants s'oublient à travers tout ça et il faut pas les oublier, au contraire, à se dire: «OK, bon, pour l'instant, il y a la première étape, vous prenez soin d'eux», mais il faut pas qu'ils s'oublient aussi à un moment donné de prendre soin d'eux-mêmes aussi dans ces situations-là et ça arrivera souvent dans un second temps, voire un troisième temps, une fois que les choses se sont un peu régularisées. Tout à fait. C'est pour ça que souvent quand, nous on travaille et on intervient en entreprise, on sait que la direction, que justement les RH, les managers ont un rôle, d'action à avoir dans un premier temps. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais et comme tu le dis, souvent on leur dit: «Bon, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a un moment, c'est vous qui aurez besoin d'aide par rapport à cette partie émotionnelle». Ils ont parfois du mal à l'entendre, mais bon, en tout cas le message est passé et souvent on va prendre des nouvelles, quelque temps après pour essayer de voir s'ils peuvent, avoir cet espace aussi de décompression pour laisser passer les émotions. Donc par rapport à tout ça, là, effectivement, on a un accident qui arrive, sur site, un décès, suite à un arrêt cardiaque. Les managers essaient de gérer, puis souvent on est appelé dans un second temps, pour intervenir et c'est souvent là qu'on propose de l'accompagnement aussi, bon, sur l'organisation, comment on va gérer, la suite, mais on accompagne aussi les collectifs, et on fait souvent ce qu'on appelle des débriefings. Alors le débriefing, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va pas forcément intervenir tout de suite. Il y a une durée durant laquelle on va plutôt laisser le collectif, voilà, encaisser l'annonce, permettre de pouvoir, gérer un peu les émotions un peu brutes et nous, on va venir dans un délai plutôt de 48 heures pour permettre d'avoir, des temps qui peuvent être collectifs, qui peuvent être individuels. Alors le collectif va surtout servir à faire passer, par exemple, des messages, ça peut être des messages, par exemple, ce qu'on appelle de psychoéducation. En gros, dire: «Voilà ce que vous risquez de ressentir dans les jours, à venir ou les semaines à venir». C'est important que les gens soient un petit peu préparés ou du moins qu'ils aient pas la surprise du symptôme éventuel parce qu'un un phénomène une confrontation à un événement potentiellement traumatique, on reviendra un petit peu sur le sujet après, ça peut être très violent quand on ressent des symptômes, des angoisses, des cauchemars. Donc voilà, préparer un petit peu les gens. Ça peut être aussi prendre un temps d'échange avec les personnes qui ont été directement impactées, à l'événement. Donc, pouvoir échanger sur ce qu'ils ont ressenti, sur aussi la suite, comment est-ce qu'ils vont gérer leur journée, leur semaine et puis après on peut aussi prendre des temps en individuel, en particulier pour les personnes qui auraient vécu les choses un petit peu différemment parce qu'elles ont elles-mêmes eu des situations similaires par le passé, par exemple. Dans les débriefings, ce qu'on va faire, hein, souvent, c'est, faire en sorte déjà qu'il y ait que les mêmes personnes qui ont vécu le même genre d'événement, les mêmes types de témoins finalement pour éviter, des phénomènes de contamination et dans ces débriefings, ce qu'on va faire très clairement, c'est essayer de comprendre la situation pour que chacun puisse le remettre dans son histoire. Parce qu'effectivement, c'est potentiellement traumatique, donc des symptômes,
il y en aura, des difficultés, il y en aura, différemment pour chacun, chacune à ce moment-là, mais c'est aussi relier toute l'histoire pour que l'histoire ait un sens dans l'ordre chronologique. Est-ce que chacun a vu souvent, soit j'ai été avec les pompiers, j'étais sur place, je suis arrivée après, je l'ai vu quand il partait, je l'ai vu sous un drap, enfin voilà, il y a chacun a son histoire, on a besoin de la reconstituer collectivement pour les personnes ayant été témoins plus ou moins des mêmes choses, et c'est aussi laisser la place à l'expression des émotions, laisser la place à l'expression aussi, de la colère, pouvoir se la dire sans parler, reconstituer cette histoire et donc on va venir évoquer autant, les symptômes que les émotions, que l'histoire qui s'est déroulée, pour ne faire de cet événement qu'un potentiel, psychotrauma plutôt que ça se pérennise finalement, sur le temps. Mmh. Et ça, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment différencier les cercles, d'exposition, ceux qui ont été exposés directement à l'événement et ceux qui en ont entendu parler ou ceux qui connaissaient, «simplement» entre guillemets, simplement la personne. Donc finalement, ce qui se passe, c'est quand on a un accompagnement, donc débriefing collectif ou même des temps individuels, on va être là aussi pour évaluer un peu la situation, évaluer les situations individuelles en termes de symptômes. On va voir ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de l'évitement de la situation, est-ce qu'il y a des cauchemars, est-ce que on a tendance à réentendre l'événement, à le revoir, est-ce qu'on va avoir des émotions particulièrement importantes, le sommeil, l'alimentation, comment ça se gère aussi avec les enfants. Et donc, au regard de tous ces symptômes, on va jauger potentiellement la gravité de ces derniers et on va sensibiliser, les personnes à se dire: «Voilà, c'est normal que vous ressentiez tout ça», donc déjà ça les rassure. En revanche, si ça persiste au-delà de 3 semaines, un mois, on les réoriente et on leur dit effectivement, voilà, si vous avez des doutes, si au bout de 3 semaines, un mois, ça perdure, hésitez pas à aller consulter, déjà un psychiatre. De temps en temps, souvent les personnes vont s'orienter vers les médecins généralistes, vraiment nous on sensibilise à aller voir un psychiatre, voir, un centre médico-psychologique ou un CMP, pour, consulter, pour être accompagné de manière individuelle, éventuellement envisager une psychothérapie, que ce soit TCC, EMDR, ICV. On pourra vous mettre quelques, liens d'information, dans le podcast et donc effectivement accompagner l'individu et réorienter parce qu'effectivement on intervient nous, que sur du très court terme, juste après l'événement. Tout à fait et ça, c'est très important de bien signaler qu'il faut être accompagné dans ces situations-là et au sein du cabinet Toi de Soi, nous, quand on nous appelle, qu'un client ou une entreprise a besoin de renseignements, on prend toujours un temps pour échanger avec la personne, pour échanger avec, les RH sur leur situation, sur vos situations éventuellement, pour savoir un petit peu, voilà, tous ces éléments-là, on va les identifier pour vous proposer, une prestation qui s'adaptera le mieux à vos besoins et à la situation. Donc surtout, face à ce genre d'événement, ne pas hésiter à nous appeler, ne serait-ce que pour échanger, pour voir si ce qu'on peut vous proposer peut correspondre à votre besoin sur le moment. En tout cas, ça conclut notre podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup Emeline, pour cet éclairage et pour ces éléments, très enrichissants. Merci à toi Gaëtan et puis, ce sera avec plaisir qu'on peut en échanger avec, tous nos clients pour pouvoir les accompagner dans ces moments, délicats. Très bien, on vous retrouve pour un prochain podcast et merci beaucoup de votre écoute. Vous venez d'écouter Les mots du travail, un podcast développé par Toi de Soi, cabinet d'audit, conseil et formation qui accompagne les mutations du monde du travail. Pour ne rien manquer des prochains épisodes ou pour échanger avec nous, rendez-vous sur notre site toitdesoi.fr. À bientôt!